poursuit son exploration de l'espèce Homo sapiens dans le cadre de son ultime série de cours consacrée à cette espèce orpheline. Aujourd'hui, il nous propose de poursuivre l'interrogation de l'émergence de l'homme moderne sur le plan anatomique et comportemental. Dans sa présentation qui ouvrait la première série de cours donnés au Collège de France, Jean-Jacques Hublin indiquait, je le cite à nouveau, que plusieurs espèces de genre Homo ont coexisté avec des formes robustes d'Australopithèque, et il notait plus loin, il n'y a pas de moment adamique où l'homme devient homme. Dans son ouvrage « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre », coécrit avec Bernard Sêtre, le paléanthropologue rappelle que l'étude de l'ADN mitochondrial et depuis peu de l'ADN nucléaire a confirmé que les lignées menant à l'homme moderne et aux néandertaliens ont divergé il y a environ un demi-million d'années, comme le suggéraient déjà les fossiles. L'analyse des variations de cet ADN fournit également des informations sur le degré de diversité des populations disparues. Il y a environ 300 000 ans, on trouve les fossiles attribués pour la première fois à Homo sapiens. Nous suivons les hypothèses et les débats autour de l'origine de l'homme moderne dans une approche interdisciplinaire qui mêle la paléontologie humaine, l'archéologie préhistorique, la génétique ou la climatologie. Nous découvrons l'interaction permanente du biologique et du culturel. Les individus ne se reproduisent pas au hasard, souligne le chercheur. Quels sont alors les échanges de gènes, mais aussi de pratiques culturelles? Quel est alors le rôle des préférences culturelles et la part des changements environnementaux dans un temps où les conditions climatiques peuvent être défavorables? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 18 octobre 2016 pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui, les premiers hommes modernes ». L'origine africaine de notre propre espèce, ça n'est pas le chapitre le mieux connu de l'évolution humaine récente. Et paradoxalement, on sait beaucoup de choses sur l'évolution des Néandertaliens, par exemple, qu'on aimerait savoir à propos des ancêtres directs de l'homme moderne. Et les questions qu'on va se poser à propos de cette origine de l'homme moderne, eh bien, sont des questions comme comment, quel est le processus, quand, et puis où. Et vous allez voir que pour toutes ces questions, eh bien, il y a des débats qui sont assez intenses. J'ai déjà insisté sur l'idée qu'en fait, il y avait une espèce de confusion de termes à propos de cet homme moderne, parce que dans le fond, de façon assez naturelle, intuitive, quand on parle d'homme moderne, on s'imagine un homme comme vous et moi, ou une femme comme vous et moi, et avec des comportements qui sont proches des nôtres. Et j'ai insisté déjà sur le fait qu'en fait, pour de nombreux auteurs, il y avait une distinction à faire entre Homo sapiens, notre espèce, et puis l'homme moderne avec tous ses attributs. Et dans le fond, les gens qui soutiennent cette idée qu'on peut séparer des hommes modernes des Homo sapiens, en fait, aimerait bien, si je peux dire, qu'il y ait un point de discontinuité le long de cette ligne évolutive, depuis la séparation de la branche qui va mener aux Néandertaliens et puis celle qui va mener aux populations actuelles. Je vous ai déjà expliqué que dans le long de cette branche-là, on avait distingué au moins deux espèces. Une espèce qu'on appelle Homo rhodesiensis, Homo heidelbergensis, qui est en partie l'ancêtre commun des Néandertaliens et des hommes modernes, mais dont on soupçonne qu'elle a survécu après ce point de divergence. Et il n'y a aucune raison que ce groupe il est disparu parce qu'il n'y avait plus de communication avec l'Eurasie. Et donc, le long de cette lignée, en plus de cette espèce-là, on a l'Homo sapiens, pour lequel on a discuté la dernière fois d'un certain nombre de définitions anatomiques. Et donc, ces hommes modernes qui représentent la fin, si je peux dire, de l'évolution de l'espèce Homo sapiens, eh bien, on aimerait bien qu'elles soient séparées par un point de discontinuité des formes plus anciennes. Et ce point de discontinuité, on l'a imaginé de différentes façons, mais on a souvent mis en avant la possibilité qu'il y ait un goulot d'étranglement
une espèce de crash démographique avec un resserrement très fort de la variabilité. Et puis dans ce goulot d'étranglement, il y aurait des mutations nouvelles qui seraient apparues et qui auraient donné de façon assez rapide, brutale, l'homme dit moderne. Alors à ce modèle s'oppose au contraire un modèle qui est beaucoup plus graduel et où il n'y a pas ni de goulot d'étranglement démographique, ni de point singulier sur le plan génétique ou sur le plan anatomique. On peut explorer cette question de différents points de vue. D'abord d'un point de vue anatomique. Et vous vous souvenez qu'on a déjà discuté d'un certain nombre de caractères anatomiques, en partie proposés par Stringer et Day en 82, puis rediscutés par Stringer, Hublin et Van der Merch en 84, avec des caractères qui ont à voir à la fois avec la forme de la face, qui est une face courte, plate, rétractée sous le neurocrâne, et puis un neurocrâne qui est beaucoup plus globuleux que chez les hominines plus archaïques, avec d'autres caractères, en particulier la réduction de la denture, la présence de caractères à la mandibule comme le menton, et puis des caractères postcrâniens. Et je vous ai dit que quand on regardait les définitions quantitatives, chiffrées, qui avaient été données comme limite à cette variabilité, bien déjà, il y avait des hommes qui vivent aujourd'hui qui ne rentraient pas dans cette variabilité, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Alors pour le passé, en général, on considère que quand on a une partie de ces caractères qui sont présents, eh bien on a affaire à un Homo sapiens ou à un homme moderne, avec l'ambiguïté qu'il y a sur ces deux termes. Vous vous souvenez certainement que lors de notre dernière rencontre, j'ai assez longuement discuté le fait que quand on remonte, disons, autour de 250, peut-être 300 000 ans, excusez-moi, on a en Afrique des formes qui ont déjà des faces modernes, avec des caractères qu'on pourrait trouver chez des hommes d'aujourd'hui, mais des neurocrânes qui présentent encore des caractères primitifs. Et donc c'est à partir de ces formes-là qu'on va voir apparaître ces hommes dits modernes. Celui qui est considéré comme le plus ancien et qui est classé dans cette catégorie moderne, eh bien c'est ce spécimen qui vient d'Éthiopie, d'un gisement qui se trouve dans la vallée de l'Omo, dans la formation de Kibish, et qui est connu sous le nom de Homo Kibish I pour ce crâne. Et il a été daté par des méthodes relativement, en tout cas les dépôts qu'ils contiennent ont été datés par des méthodes relativement précises, autour de 195 000 ans avant le présent. Et vous voyez qu'il présente beaucoup d'aspects anatomiques qui sont considérés comme des caractères de l'homme moderne, même de l'homme d'aujourd'hui. Mais je dois dire que il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent à propos de cette trouvaille. D'abord, vous voyez que c'est quand même un fossile qui est très fragmentaire. Tout ce qui est en bleu est reconstitué, donc ça laisse pas mal de marge pour jouer avec l'anatomie de ce crâne. Et puis, d'une certaine façon, il apparaît un petit peu comme, j'allais dire, trop moderne dans cette reconstitution, compte tenu de cet âge qui est très ancien. Et cela d'autant plus que dans le même niveau qui a livré ce crâne de Homo Kibish I, eh bien on a un Homo Kibish II, qui est un autre spécimen, découvert apparemment dans le même niveau, qui est connu par une boîte crânienne, et cette boîte crânienne, vous le voyez immédiatement, elle a des caractères beaucoup plus primitifs, avec un frontal qui est beaucoup moins convexe, beaucoup plus fuyant, une région occipitale qui n'est pas arrondie comme celle qu'on trouve chez l'homme actuel, chez l'homme récent. Et donc la coïncidence de ces deux fossiles dans le même niveau a soulevé énormément de questions. Il y a alors en gros deux interprétations. Soit on a affaire à des populations qui sont très variables et on a des individus qui ont conservé des caractères primitifs, soit
un des deux spécimens n'est pas à sa place dans la stratigraphie. Alors vous avez le choix, hein. On peut penser que celui-là vient d'un niveau plus ancien en fait et qu'il se trouve malencontreusement associé à Homo kibish 1 qui lui aurait vraiment 195 000 ans, mais l'autre école a aussi ses supporters. Certains pensent qu'en fait c'est l'homme d'Homo kibish 1 qui peut-être est intrusif. Mais évidemment, les chercheurs qui eux ont décrit et découvert ces fossiles ont énormément d'arguments pour dire que les deux fossiles viennent bien de ce niveau-là. L'autre point quand même sur lequel je voudrais insister, c'est que si on retient cet âge de 195 000, on est quand même assez loin dans le temps des 250, 280 000 ans de Florisbad et des fossiles kényans, marocains, qui sont plutôt dans la fourchette 250, 300 000. Et donc, évidemment, ce vide dans la documentation paléontologique, on peut imaginer qu'il est rempli par des formes intermédiaires. Alors, un autre spécimen qui est très connu, et vous avez sûrement vu ça déjà dans la littérature, sont les fossiles qui viennent d'Éthiopie, d'un gisement qui s'appelle Erto, qui est un peu plus récent, autour de 160-154 000 apparemment. Et là encore, on a une forme qui, dans son architecture générale, possède un grand nombre de caractères qui rappellent l'homme moderne, mais combiné avec une très très grande robustesse et certains caractères primitifs, en particulier dans la région susorbitaire ou dans la région occipitale. Pour la petite histoire, je vous signale que ce spécimen porte toute une série de traces de découpe. Hein. On suppose qu'il a été découpé par quelqu'un. C'est vrai donc pour cet adulte, c'est vrai aussi pour un crâne d'enfant qui a été trouvé dans le même niveau. Et donc, c'est un des exemples de cannibalisme pléistocène. Dans cette série des fossiles africains qu'on considère comme des hommes modernes anciens, il faut aussi signaler le crâne de Singa au Soudan. Alors, on se rapproche dans le temps, on est à 135 000, peut-être un petit peu plus. Ce crâne de Singa, effectivement, lui, possède une boîte crânienne qui est très globuleuse, avec un frontal qui est bien arrondi, mais il a aussi quelques caractères primitifs. Et de plus, il est assez difficile à interpréter sur le plan anatomique parce qu'il présente des anomalies de développement et des pathologies assez sérieuses. En particulier, il ne possède pas du tout de labyrinthe du côté droit. C'est-à-dire, il n'a pas d'oreille interne du côté droit. Et c'est quelque chose qui est pas très courant. On associe cette absence de labyrinthe avec une anomalie de développement en général du crâne, peut-être liée à des problèmes de vascularisation. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a aussi des os pariétaux qui sont très très épaissis, et cet épaississement des os du crâne, c'est quelque chose qu'on observe avec un diploé, c'est-à-dire une partie spongieuse très développée. C'est quelque chose qu'on observe souvent chez des individus qui souffrent de différentes formes d'anémie. Et la combinaison de tous ces caractères peut-être explique aussi l'absence de labyrinthe, mais malheureusement, ce développement anormal des os du crâne donne une forme particulière, un petit peu cordiforme à la section, et peut-être qu'une partie des caractères modernes du crâne sont liés à cette pathologie. Un autre spécimen qui est très connu, c'est celui découvert en Tanzanie à Ngaloba, près de l'Aetoli, qui est numéroté H18, qui lui possède une face qui est relativement courte et plate, assez moderne. On n'a pas vraiment de possibilité de raccrocher cette face à la boîte crânienne, mais vous voyez qu'à nouveau la boîte crânienne, un petit peu comme sur le spécimen d'Homo kibish 2, est quand même assez allongée, avec un frontal aplati et fuyant. Et puis ensuite, on a quelques spécimens qui viennent d'Afrique du Sud, et puis quelques spécimens qui viennent d'Afrique du Nord que je vous montrerai un petit peu plus tard. Pour l'Afrique du Sud, on n'a pas des spécimens aussi spectaculaires que ces spécimens éthiopiens ou kenyans.
Voilà des mandibules qui viennent d'un gisement qui s'appelle Classis River Mouth, qui se répartissent dans une stratigraphie qui couvre une période de temps assez longue, autour de 100 000 ans, avec une très grande variabilité de taille, de forme, mais des caractères. Par exemple, certaines des mandibules ont déjà des mentons osseux qui ressemblent à ce qu'on trouve chez l'homme moderne. Et puis, un spécimen qu'il faut citer parce qu'il est mentionné constamment dans la littérature, qui vient aussi d'Afrique du Sud, d'un gisement qui s'appelle Border Cave, et qui lui aussi a une morphologie assez moderne. Le problème de ce crâne de Border Cave, c'est qu'on ne sait pas trop d'où il vient dans la stratigraphie du site, parce qu'il a été découvert assez anciennement, et pour tout dire, il a été exhumé de déblais de fouilles, et donc on a un petit peu de mal à le caser, mais il pourrait avoir autour de 80 000 ans. Donc voilà une série de fossiles qui, par beaucoup de caractères, se rapprochent des hommes d'aujourd'hui, mais qui, dans le fond, ne présentent jamais tous les caractères qu'on pourrait trouver chez un homme actuel. Alors maintenant, la question, c'est de savoir si dans le fond, ces découvertes rentrent plutôt dans un schéma gradualiste ou plutôt dans un schéma où on a un événement particulier, un équilibre ponctué, comme on dit dans le jargon. Alors d'abord, nous avons ce gap dans la documentation entre, disons, 250 000 et 190 000. Et puis, on a aussi des arguments qui sont des arguments statistiques et des arguments génétiques qui, dans le fond, ne plaident pas trop en faveur de l'équilibre ponctué, mais plutôt du gradualisme. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Tim Weaver qui s'est beaucoup intéressé à ces questions-là et qui a étudié l'anatomie de ces fossiles avec un point de vue assez particulier, puisqu'elle a essayé d'utiliser des méthodes qui sont des méthodes utilisées plutôt en génétique pour essayer de comprendre un petit peu comment on pouvait modéliser le changement phénotypique de ces formes. Et dans un article qui est très intéressant, publié en 2012, Tim Weaver fait plusieurs constatations qui vont un peu à l'encontre de l'équilibre ponctué, donnant naissance à des hommes modernes de façon assez brutale, un peu adamique. D'abord, il montre dans cet article qu'on peut essayer de donner une définition métrique de l'homme moderne en prenant des dimensions, des paramètres quantifiés, et on peut décider d'une variabilité acceptable pour l'homme moderne, pour notre espèce dans sa forme récente. Et dans cet article, il propose de prendre un écart type de chaque côté de la moyenne et dire en gros tous les gens qui rentrent dans cette définition-là, pour tous les caractères, eh bien, sont des gens qui vont être considérés comme des hommes modernes. Les travaux de Tim Weaver sont très intéressants parce que, dans le fond, ce qu'il montre dans ces travaux, c'est qu'on peut expliquer les changements observés chez les fossiles, aussi bien néandertaliens que d'Homo sapiens anciens, en utilisant un modèle neutre du point de vue génétique, c'est-à-dire une accumulation de mutations qui se font sans que la sélection pèse énormément sur ces caractères-là. Et si on a un modèle neutre comme celui-ci, eh bien, ce que montre dans cet article Tim Weaver, c'est que dans le fond, il va y avoir, quand on va s'éloigner du présent, une distance morphologique, une distance phénotypique qui va s'accroître de plus en plus. Et cela, on peut le modéliser pour chaque caractère. C'est ce qu'il a fait dans son travail en choisissant un certain nombre de paramètres, la durée des générations, le taux de mutation, le taux d'héritabilité des caractères. Et ce qu'il montre dans ce travail, c'est assez intéressant. Il montre que dans le fond, effectivement, il y a une espèce d'horizon temporel quelque part entre 150 000 et 200 000 ans, où on va voir des fossiles qui vont, même suivant un modèle gradualiste et neutre, qui vont rentrer dans le fond graduellement dans la définition de ce qu'on appelle un homme moderne, sans qu'il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là, simplement
parce qu'il rentre dans cette définition d'un écart-type. Et ce qu'il montre aussi dans son étude, c'est que, et c'est ce qu'on observe dans les fossiles, eh bien on va avoir sur ces individus, certains, comme cette accumulation de caractères de façon neutre, elle se fait de façon un peu stochastique, eh bien on va avoir des individus qui sont modernes pour un grand nombre de leurs caractères, mais qui vont conserver quelques caractères primitifs, et c'est dans le fond ce que montre le registre fossile. Alors l'autre argument qui a été très souvent utilisé pour imaginer qu'on a un point particulier dans le temps autour de 200 000. Alors cette date de 200 000, évidemment, elle est assez séduisante, puisque je vous ai montré qu'on a des fossiles à 195 000, 160 000 qui commencent à rentrer dans la catégorie entre guillemets moderne. Et cet autre argument, c'est l'argument de la coalescence génétique. Alors qu'est-ce que c'est que la coalescence génétique? Eh bien, c'est le fait que si on prend par exemple des lignées d'ADN mitochondrial de tous les hommes qui vivent aujourd'hui et qu'on essaie de trouver des ancêtres communs à toutes les lignées qui existent aujourd'hui, eh bien on peut remonter dans le temps en les groupant jusqu'à un ancêtre commun qu'on appelle le dernier ancêtre commun. Et ce dernier ancêtre commun, eh bien, dans de nombreux calculs, alors que ce soit pour le chromosome Y, que ce soit pour l'ADN mitochondrial, que ce soit pour d'autres parties du génome, eh bien, on tombe toujours sur des dates qui sont justement autour de 180 000, 200 000 pour ce dernier ancêtre commun. Et donc ça aussi, c'est un argument qui a été utilisé. Et en fait, j'allais dire, pas vraiment à bon escient. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est pas parce que tous les hommes qui vivent aujourd'hui peuvent dériver, par exemple, pour leur ADN mitochondrial, d'une lignée ancestrale qui vivait il y a 180 000 ans, qu'il s'est passé quelque chose de particulier il y a 180 000 ans. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait d'autres lignées qui existaient à cette époque-là et qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, si on a des lignées qui ont disparu, eh bien, dans le fond, les hommes existaient avant, et peut-être des hommes modernes, mais dont les lignées ont été perdues. On a une situation un petit peu identique avec les Néandertaliens, pour lesquels on peut calculer l'existence d'un dernier ancêtre commun pour tous les Néandertaliens tardifs qui vivaient il y a 40-50 000 ans, et cet ancêtre commun, il est quelque part dans le stade isotopique 6, disons, au-delà de 120 000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de Néandertaliens qui vivaient il y a 250 000 ans ou 300 000 ans. Et donc, en fait, cette histoire de point de coalescence, c'est un phénomène qui est aussi bien compatible avec un modèle où on a un goulot d'étranglement génétique qu'un modèle où on a une taille constante. Et puis, l'autre type d'argument qui a été utilisé sont des calculs sur la taille de la population effective. On a déjà parlé de cette histoire de taille de la population effective. La taille de la population effective, c'est le nombre d'individus qu'il faut à un moment donné pour rendre compte de la variabilité d'une population, donc le nombre d'ancêtres qui est nécessaire pour expliquer la variabilité. Et on peut remonter dans le passé en calculant des variations de la taille de la population effective. L'année dernière, on a beaucoup parlé à propos des Néandertaliens et des Denisoviens pour expliquer que dans le passé, c'était des populations qui avaient été très petites, avec très peu de variabilité, de diversité génétique. Alors quand on fait le même exercice pour des hommes modernes, on voit qu'il y a des populations modernes, on voit qu'il y a des grandes fluctuations de la taille de la population effective et un espèce de maximum auquel fait suite effectivement ce qui semble être un espèce de goulot d'étranglement avant la phase finale d'expansion des hommes modernes. Alors le problème de ce goulot d'étranglement-là, c'est que d'abord ce goulot d'étranglement, vous voyez, il est aux environs de 70 000 ans. Il n'est pas aux alentours de 200 000 ans. Donc ça colle pas très très bien avec le schéma du goulot d'étranglement qui coïncide avec l'apparition des hommes modernes. C'est un goulot d'étranglement plus tardif. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il y aurait eu un goulot d'étranglement il y a 70 000 ans? Alors là,
je vous épargne les hypothèses diverses qui ont été proposées. En fait, le vrai problème à propos de ces modélisations de la démographie, c'est que ça nous donne des variations de ce qu'on appelle, encore une fois, la taille de la population effective. Hein. Alors, quand on dit ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui est directement lié à la vraie taille de la population. En fait, il y a pas mal de littérature sur le fait qu'il peut y avoir une grande différence entre la taille de la population effective et la taille réelle de la population. Et il y a eu surtout des travaux qui ont montré que peut-être que chez l'homme, il se passait quelque chose de particulier qui faisait que ces modèles, ces reconstitutions paléodémographiques ne fonctionnaient pas très bien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on pense qu'avec les hommes, on a affaire à ce qu'on appelle des populations structurées. Alors qu'est-ce que ça veut dire des populations structurées ? Ben, ça veut dire que au sein de l'espèce humaine, dans le fond, les individus ne se reproduisent pas au hasard, mais ils se reproduisent préférentiellement au sein de populations qui partagent un certain nombre de traits, en particulier de traits culturels. Si vous êtes une femelle chimpanzé, si vous êtes un mâle, je vous le déconseille fortement, mais si vous êtes une femelle chimpanzé, que vous vous ennuyez dans votre groupe de chimpanzés, vous voulez partir dans la forêt, vous trouverez d'autres chimpanzés, ils seront sûrement très contents de vous accueillir, et donc peut-être que vous aurez des petits chimpanzés avec eux. Pour les mâles, ça se passe un peu plus mal. Pour les hommes, ça ne se passe pas comme ça du tout, parce qu'on a beaucoup plus de chances de faire des enfants, par exemple avec quelqu'un qui parle la même langue et qui a la même religion ou les mêmes habitudes. Et cela, ça a été étudié. Donc moi-même, j'ai travaillé avec un jeune chercheur dans mon laboratoire qui s'appelle Luc Prémaux. Et puis plus récemment, cette année, il y a eu un autre article qui a été fait sur cette question de la structuration des populations et qui montre qu'en fait, on a des variations stochastiques de la taille de la population effective qui n'ont rien à voir avec la variation de la taille réelle de la population. C'est-à-dire qu'en gros, plus on a affaire à une métapopulation qui est structurée en populations qui se reproduisent préférentiellement en interne et peu avec les voisins, et plus on va avoir une différence importante entre la taille de la population effective et la taille réelle des populations. Et peut-être qu'en fait, ce qu'on observe, cette espèce de baisse apparente de la taille de la population effective vers 70 000 qu'on observe chez les ancêtres des hommes actuels, c'est peut-être plutôt une montée de la différenciation culturelle entre des groupes humains avec un caractère de plus en plus affirmé de ces caractères qui sont des marqueurs, encore une fois, pas forcément avec une grande valeur adaptative, mais qui peuvent être des marqueurs de groupe. Et cela, ça nous amène à discuter justement de la situation de ces premiers hommes modernes du point de vue comportemental et du point de vue culturel. Les Homo sapiens, qui datent d'il y a 250-300 000 ans, apparaissent à peu près en même temps qu'un ensemble d'industries qu'on appelle le Middle Stone Age en Afrique, et les dates coïncident à peu près avec les plus anciens Middle Stone Age qui sont presque à 300 000 ans, en particulier ces industries qu'on a déjà regardées, de Cap Turin au Kenya, des industries où on trouve encore des bifaces, mais où on trouve aussi du débitage levallois, des pointes, du débitage de lames. Soit étant passant, on trouve ce genre d'association dans pas mal de sites dans lesquels ont été trouvés les fossiles que je vous ai montrés, et cela assez tardivement. Hein. Par exemple, à Erto, où on a trouvé ce crâne qui ressemble beaucoup à un crâne d'homme moderne, on a encore des bifaces qui sont souvent fabriqués sur des
des grands éclats levallois, des gros éclats levallois, associés à des outils sur éclat qui sont plus, typiques de ce Middle Stone Age. Alors ce Middle Stone Age, il va évoluer en Afrique, et on connaît en Afrique toute une diversité d'industries qui justement nous donne l'image d'une structuration du continent avec des populations qui ont des traditions culturelles fortes, mais on a dans les différentes régions d'Afrique des industries, alors ici qui sont représentées par des pointes, singulièrement des pointes bifaciales ou des pointes pédonculées. Ce Middle Stone Age, il est assez souvent caractérisé par la production de pointes, alors des grandes pointes bifaciales, mais parfois aussi des toutes petites pointes dont on pense qu'elles sont montées sur des projectiles pour tuer à grande distance. Donc on a effectivement cette structuration du continent africain en différents ensembles, et cela nous amène à cette question de l'origine, alors non plus de l'homme anatomiquement moderne, mais de l'homme moderne sur le plan comportemental. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de modernité culturelle? Eh bien, c'est un ensemble de comportements qu'on a chez les hommes modernes en Europe, disons après 40 000 ans, et qui sont bien différents de ce qu'on a chez les Néandertaliens auparavant. Donc en Europe, on a un remplacement de population avec une rupture très nette à la fois sur le plan anatomique et sur le plan comportemental, et ça s'explique assez bien. En Afrique, le paysage est assez différent, et on a, au cours des 20 dernières années, reconnu au sein de ce Middle Stone Age une émergence d'un certain nombre de ces comportements qu'on va trouver plus tard chez les hommes modernes en Europe. Alors, il y a des débats extrêmement intenses pour savoir qu'est-ce qui est un comportement moderne, qu'est-ce qui n'est pas un comportement moderne. Je vous montre ici quelques photographies d'objets qui viennent du Middle Stone Age d'Afrique du Sud, donc ce fameux Stilbé, où on trouve des pointes bifaciales qui ont été produites en traitant par la chaleur les matériaux. Cet Ovieson Port où on a des éléments géométriques dont on pense que c'est des pointes de projectiles. Et puis on a associé à ce matériel lithique des objets qui, en tout cas pour cet âge, sont tout à fait surprenants, en tout cas quand on a les yeux d'un archéologue européen. Et en particulier, il y a un gisement qui a énormément fait parler de lui en Afrique du Sud, qui est le gisement de Blombos, où on a, au-delà de 70 000 ans, découvert des blocs de matière colorante, de pigments, certains gravés par des signes géométriques, des pointes en os, et puis en Afrique du Sud, on a d'autres gisements, dits ploufs, dans lesquels on a des objets qui ont des gravures qui, dans le fond, pour nous, représentent des symboles et qui sont représentés de façon répétitive, ce qui, en tout cas dans cet horizon chronologique, n'existe pas dans le monde des Néandertaliens. Et puis, autre chose qui est aussi très frappant, ce sont ces objets qu'on appelle des objets de parure, sont des coquillages qui sont perforés. Alors, ils peuvent être perforés naturellement, mais pour certains, on a bien l'impression qu'ils ont été perforés intentionnellement. Et ces coquillages appartiennent à un genre de gastéropodes marins qui est le genre Nassarius et qu'on va retrouver systématiquement dans différents gisements. Et donc, l'idée qui a commencé à se développer dans les années 2000, eh bien, c'est que, dans le fond, un certain nombre de ces comportements entre guillemets modernes avaient commencé à apparaître au sein du Middle Stone Age en Afrique de façon, progressive. Alors encore une fois, il y a des discussions sur toutes ces séquences d'apparition. Mon collègue et ami Francesco Derico conteste formellement cette ancienneté plus grande de ces comportements en Afrique. Son idée, c'est qu'on a à peu près la même chose
chez les Néandertaliens en Europe. En réalité, bon, il y a un certain nombre de comportements comme la production de signes géométriques, symboliques de façon répétée, encore une fois, toujours les mêmes, l'utilisation de ces objets de parure qui sont probablement des marqueurs sociaux, des marqueurs de groupe, voire des objets qui sont impliqués dans des échanges entre groupes. Toutes ces choses-là, j'allais dire malheureusement, n'existent pas dans le monde des Néandertaliens. Donc, on voit qu'on a un monde très divers, avec une complexité comportementale. Sur le plan anatomique, des hommes modernes, ou qui ressemblent beaucoup à des hommes modernes, avec encore quelques caractères primitifs qui sont connus. Pour l'instant, je vous ai surtout parlé de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud. Et donc, on a développé aussi l'idée qu'il y avait peut-être un espèce de jardin d'Éden quelque part en Afrique où les hommes modernes étaient apparus avec la modernité comportementale. Alors je dois dire que les découvertes d'Afrique du Sud ont joué un grand rôle dans le développement de ce concept, et si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a des tas de cartes où on voit les hommes modernes partir de la province du Cap, monter le long de la côte est de l'Afrique, rentrer en Inde, en Europe, etc., et peupler le monde à partir de l'Afrique du Sud. Bon, moi je pense que c'est en grande partie un effet de lampadaire, hein. Vous savez, c'est l'histoire de l'homme ivre qui cherche ses clés la nuit dans la rue, et on lui demande « mais pourquoi est-ce que tu cherches tes clés à cet endroit-là » Il dit « c'est parce qu'il y a de la lumière ». Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des régions d'Afrique où on a une intensité des recherches qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs. C'est pas évident d'aller en Angola ou au Mali faire de la préhistoire, c'est plus facile dans d'autres coins. Et donc, on a beaucoup de matériel dans certaines régions et moins dans d'autres. Bon, alors, cette histoire d'une localisation précise de l'origine des hommes modernes en Afrique, ça a été étayé par des arguments génétiques aussi. Les généticiens aiment bien cette idée d'avoir une origine locale quelque part en Afrique. Donc, l'idée, c'est qu'on a une région restreinte où sont apparus les hommes modernes. Ils ont développé des comportements tout à fait nouveaux, et puis à partir de là, ils se sont répandus partout en Afrique en remplaçant d'autres populations, et puis ensuite hors d'Afrique. Alors les arguments génétiques, ils sont apparus dès qu'on a commencé à travailler sur l'ADN mitochondrial. Je vous ai déjà montré, je vous le remontrerai, cet arbre des lignées mitochondriales, et je vous ai dit que la lignée qui était commune à l'Afrique et aux populations hors d'Afrique, c'est cet ensemble d'haplotypes qu'on appelle L3 et duquel descend un certain nombre de lignées qu'on va trouver en Europe, en Asie, en Amérique, etc. Et cet haplotype L3, quand on essaie de voir en Afrique où est-ce qu'on le trouve de façon préférentielle, bien quand on combine toutes les variations, toutes les variétés d'haplotype L3, eh bien, on a une densité très très forte là dans le coin nord-est de l'Afrique. Et donc voilà, les gens ont dit, bah voilà, c'est là que vivait l'Ève africaine, hein, c'est de là que c'est parti. Et donc ces porteurs de l'haplotype L3, eh bien, ils sont répandus en Afrique et ils se sont répandus hors d'Afrique. D'autres chercheurs, avec des arguments un petit peu du même genre, cette fois-ci non pas sur l'ADN mitochondrial, mais sur l'ADN nucléaire, sont arrivés à des conclusions complètement différentes, cette fois-ci à nouveau en mettant l'accent plutôt sur l'Afrique du Sud. Hein. Et il y a des chercheurs américains en particulier qui ont beaucoup publié là-dessus, avec l'idée que certaines populations sud-africaines actuelles, en particulier les San qui vivent dans le Kalahari, eh bien dans le fond, sont les gens qui, du point de vue génétique, sont les plus proches aujourd'hui de l'origine commune de tous les hommes modernes. Alors de mon point de vue, ces arguments tirés de la génétique des populations actuelles sont des arguments qui sont difficiles à utiliser. Pourquoi ? Eh bien parce que si on veut utiliser la génétique des populations actuelles
pour trouver l'origine des hommes modernes, il faut faire un certain nombre de suppositions qui, moi, me paraissent difficiles à faire. D'abord, la première, c'est que on a dans les populations actuelles des représentants, des descendants de toutes les populations qui ont existé dans le passé. Et ça, rien n'est moins sûr. Souvenez-vous de ce schéma que je vous ai montré sur la coalescence. On a un ancêtre commun, mais il a existé des tas d'autres gens qui n'ont pas cet ancêtre commun et qui étaient tout aussi hommes et tout aussi hommes modernes que nous. Et l'autre problème, c'est que ça suppose qu'on peut aussi reconstituer facilement les déplacements de population dans le passé. Et ça, c'est très difficile, surtout pour les généticiens. Alors, je veux juste vous rappeler 2-3 choses. D'abord, sur l'environnement. Je vous ai déjà montré cette carte de l'Afrique du Nord. Non pas, cette fois-ci, on n'est plus en Afrique de l'Est, on n'est plus en Afrique du Sud, mais on est dans le Sahara. Et le Sahara, eh bien, on sait que le Sahara, disons au cours des derniers 125 000 ans, a connu un certain nombre d'épisodes où il a été couvert non seulement par des steppes, mais aussi par des savanes, voire par des savanes arborées, avec des lacs, avec des fleuves. Et donc, il est certain, et on en a des traces archéologiques, que le Sahara a été peuplé par des chasseurs-cueilleurs assez nombreux qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, soit ces gens-là ont disparu, soit ils ont été repoussés vers d'autres régions quand le Sahara est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À l'inverse, on a des périodes qui ne sont pas des périodes humides, qui sont au contraire des périodes arides, et en particulier, ça a été le cas durant les deux glaciations du stade isotopique 6 et du stade isotopique 2, où là, on a un phénomène inverse. C'est-à-dire que le Sahara, le Kalahari se développe beaucoup, mais la forêt équatoriale disparaît presque complètement et est remplacée par des savanes. Et là, à l'inverse, eh bien, on peut imaginer que ces régions pour lesquelles, pratiquement aujourd'hui, on n'a aucune archéologie, parce que c'est très difficile d'aller faire de l'archéologie dans ces environnements-là, dans ces paysages-là, eh bien, étaient peuplés aussi par des chasseurs-cueilleurs. Donc, vous voyez que c'est pas très évident. Et alors, pour le passé lointain, là, on parle de 20 000 ans, et là, on parle de 130 000 ans. Donc, on a ces mouvements de population, mais qu'on a du mal à reconstituer, mais on peut les reconstituer pour des périodes récentes. Et donc, même pour des périodes récentes, on voit que ces populations sont déplacées. Dans le fond, faire de la génétique des populations de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui pour essayer de trouver la zone d'origine de l'homme moderne, c'est un petit peu compliqué. D'abord parce que les chasseurs-cueilleurs que l'on connaît aujourd'hui en Afrique sont des populations vestigiales. C'est très peu de monde. Des pygmées qui vivent dans la forêt équatoriale, quelques groupes en Afrique de l'Est comme les Hadza, et puis ces San qui vivent dans l'Afrique du Sud. Et on a de bonnes raisons du point de vue génétique, par exemple pour les San, ou ce qu'on appelle les Khoisan, on a de bonnes raisons de penser que ces gens-là, qui aujourd'hui sont connus en Afrique du Sud, dans le passé, ont vécu beaucoup plus au nord, puisqu'on trouve des marqueurs génétiques de ces Khoisan qui ont été fixés dans des populations de langue bantoue, en Zambie par exemple, et la seule explication qu'on a pour ça, eh bien, c'est que ces locuteurs de langue bantoue, quand ils sont arrivés dans ces régions-là, ont déplacé ces populations Khoisan, mais on les ont en partie assimilées. Donc vous voyez que la reconstitution de la géographie du passé, des populations passées, n'est pas évidente du tout. Alors je veux vous ramener à nouveau dans le nord de l'Afrique pour vous montrer à quel point, dans le fond, l'image de l'Afrique actuelle, elle est faussée, elle est biaisée par ces changements environnementaux qui ont agité le Pléistocène. On a dans toute cette zone saharienne, dans laquelle je vous ai expliqué qu'il y a eu plusieurs épisodes verts, des industries lithiques qu'on rattache à un ensemble Middle Stone Age qu'on appelle latérien.
Alors ce Middle Stone Age d'Afrique du Nord, dont on parle beaucoup moins que le Middle Stone Age d'Afrique du Sud ou d'Afrique de l'Est, on le connaît depuis au moins 100 000 ans jusqu'aux alentours de 40 000 avant le présent, et il couvre une surface qui est gigantesque. Pour vous donner une idée de la surface, j'ai superposé ici la taille des États-Unis d'Amérique. Donc vous voyez, les Atériens vivaient sur une surface qui est comparable à la taille des États-Unis d'Amérique. C'est pas rien, hein. Et donc c'était pas un petit groupe de chasseurs-cueilleurs, c'était un ensemble de population probablement assez important, même si la densité de population était faible. Ces Atériens, on les connaît dans tout le Sahara, on les connaît un peu partout dans le Maghreb, on les connaît particulièrement bien au Maroc. Pourquoi au Maroc? Parce qu'au Maroc, on a des sites stratifiés en grottes, ce qui n'est pas le cas au Sahara, où la plupart du temps, ces industries atériennes sont trouvées en surface. Bien, quand on regarde ce qu'on trouve dans ces gisements marocains, eh bien, ce qu'on voit d'abord, c'est qu'on a des restes humains, donc qui datent autour de 100 000, 80 000, et ces restes humains, eh bien, ma foi, ressemblent fichtrement à tout ce que je vous ai montré tout à l'heure en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Par exemple, les mandibules de Clasismouse rivermouse et les mandibules atériennes qu'on a au Maroc, eh bien, sont des mandibules qui montrent la même variabilité, la même combinaison de caractères modernes et de caractères archaïques. Et dans le fond, ces hommes de l'Atérien, on peut les voir comme des hommes modernes anciens, autour de 100 000 ans. Sans vouloir rentrer trop dans les détails, quand on fait l'analyse morphométrique de leur face, ici il s'agit du crâne de Dar es Sultan 2, c'est le nom du site, et le crâne numéro 5, eh bien on a une morphologie qui ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver chez les premiers hommes modernes hors d'Afrique, à Skoul et à Kadzé, donc ces hommes qu'on va trouver pour la première fois hors d'Afrique il y a un peu plus de 100 000 ans. Et du point de vue comportemental, eh bien, cet Atérien, eh bien, il présente des caractères, dans le fond, qui sont les caractères qu'on trouve dans le Middle Stone Age, dans de nombreux autres endroits en Afrique. On a des points de foliacées, on a parfois d'ailleurs des jolies petites pointes de foliacées qui ressemblent presque à des pointes de flèches néolithiques avec un pédoncule, hein. On a des outils en os, on a une utilisation des pigments, et on a, alors ça c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, on a les mêmes Nassarius perforés qui ont été découverts en Afrique du Sud, et qui, alors vous savez, en archéologie on trouve ce qu'on cherche, hein. Donc le jour où on a commencé à trouver des Nassarius perforés dans des gisements en Afrique du Sud, tout le monde s'est mis à regarder le Middle Stone Age partout, et on s'est rendu compte en fait qu'il y en avait bien ailleurs qu'en Afrique du Sud. Donc il y en a au Maroc dans plusieurs gisements. Soit en passant, ils sont plus anciens que ceux qui sont connus en Afrique du Sud, sont plutôt autour de 100 000 ans pour les plus anciens. On en a en Algérie, on en a plus à l'est, et vous verrez que les premiers hommes modernes qu'on va trouver hors d'Europe, il y a à peu près 100 000 ans, donc vers cette époque-là, eh bien, sont aussi porteurs de ces Nassarius perforés. Et ça pose vraiment des questions, j'allais dire, fondamentales, parce que il existe de nombreuses espèces de gastéropodes marins. C'est pas par hasard que les gens ont perforé des Nassarius pour fabriquer je ne sais quoi avec. Et donc, le fait qu'on trouve sur des distances géographiques aussi grandes ces comportements-là, eh bien, ça implique la diffusion à très très grande distance de ces comportements. Alors pour l'instant, on n'a pas trouvé au milieu du continent africain encore des Nassarius du Middle Stone Age, mais même si on imagine que c'est seulement sur la bande côtière que ce comportement s'est développé, je ne sais pas si vous imaginez la distance qu'il y a entre la région du Cap et la région de Rabat ou de Tanger, mais c'est une distance qui est absolument faramineuse. Et donc l'image qu'on a maintenant de ces populations du Middle Stone Age africain, de ces hommes modernes, ces premiers hommes modernes en Afrique, c'est l'image de populations qui sont structurées, qui sont
profondément impactées par les changements climatiques avec des moments de séparation de ces populations, en particulier quand des déserts comme le Sahara se développent, et puis au contraire des moments où ces populations sont en contact et en communication, et de mon point de vue, il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer la diffusion de comportements comme l'utilisation de ces Nassarius. Évidemment, ça pose la question de ce qui se passe sur le plan biologique et sur le plan génétique. Cette liste que je vous ai déjà montrée, c'est la liste de ces 87 gènes qui ont été identifiés en 2014 comme des gènes qui sont présents chez tous les hommes modernes et absents chez les formes archaïques comme les Néandertaliens et les Denisoviens. Alors les gens qui soutiennent plutôt l'idée d'un jardin d'Éden quelque part en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, dans le fond, leur idée, c'est que toutes ces mutations sont intervenues dans une population et que c'est la combinaison de ces mutations et puis de ces comportements, entre guillemets, modernes, qui a fait que ces populations se sont répandues dans toute l'Afrique, ont remplacé tout le monde et puis ensuite sont répandues hors d'Afrique. Alors, avec ce que je vous ai montré de mes Nassarius, là, il y a 100 000 ans, il y a un autre modèle qui est envisageable, c'est le fait que si ces populations, si ce réseau de populations était tantôt séparé, tantôt en contact, eh bien, même si ces mutations sont apparues de façon séparée dans différentes régions du monde, eh bien, si elles présentaient un grand avantage sélectif, eh bien, elles se sont répandues dans ces populations à l'échelle de toute l'Afrique, avant même la sortie d'Afrique. Donc, en quelque sorte, quand on a parlé des modèles d'apparition d'Homo sapiens, j'ai quand même assez fortement critiqué le modèle multirégional. Et ce que je suis en train de vous décrire là, c'est un espèce de modèle multirégional à l'échelle de l'Afrique, pas à l'échelle du monde. Alors, il me paraît important de quand même rassembler un peu nos idées pour finir sur quelques points importants. Dans le fond, tout ce qu'on voit de ces Homo sapiens en Afrique au cours des 300 000 ans nous montre qu'on a très probablement une évolution qui est plutôt une évolution graduelle. On a bien du mal à trouver des arguments solides pour un équilibre ponctué, un point de changement très rapide. On a vu quand même qu'ils ont très rapidement acquis une face moderne, mais que par contre, pour le reste de leur crâne, l'évolution semble beaucoup plus graduelle. À partir de, disons, au moins 100 000 ans, on a en Afrique un réseau de population qui semble échanger au moins des comportements et probablement des gènes. Et mes Nassarius qui se promènent un petit peu partout en Afrique, eh bien, moi je crois que c'est très difficile d'imaginer que c'est une invention séparée du même comportement dans différents coins d'Afrique. C'est plus probablement l'adoption d'une tradition qui s'est transmise d'un groupe à l'autre. Et surtout, il faut bien, je crois, comprendre que la répartition des chasseurs-cueilleurs qui existe encore en Afrique, c'est une répartition qui est vestigiale. Il y a un grand nombre de populations de chasseurs-cueilleurs qui ont été éliminées, déplacées ou absorbées, en particulier avec le développement de l'agriculture, mais aussi avec les changements environnementaux comme l'expansion du Sahara. Et donc, voilà, on est très content d'avoir le génome des San ou des Hadza et de dire ils sont proches de l'origine des hommes modernes, mais si on avait le génome des hommes de l'Atérien, eh bien on verrait que ces hommes de l'Atérien, ils avaient peut-être un haplotype mitochondrial qui était le groupe frère de celui des Pygmées ou des San. Et donc, la situation en particulier au nord du Sahara, c'est une situation qui résulte de remplacements de populations qui sont récents, et je pense qu'il est difficile d'exclure l'Afrique du Nord de la zone d'origine possible des populations qui vont se répandre hors d'Afrique.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 18 octobre 2016 Jean-Jacques Hublin, Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui les premiers hommes modernes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Paléanthropologie du genre Homo » et avec Bernard Sêtre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Un grand merci à Andy Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son exploration d'Homo sapiens, l'espèce orpheline. Nous questionnerons les sorties de l'Afrique. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.